D12 de Pierrot Attiobé sur 105.5. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Pyramide FM et au D12, le rendez-vous dominical, le rendez-vous politique dominical à Lomé. Ce dimanche, une seule question taraude sans doute bien d'esprit au Togo. Vous, personnellement, comment est-ce que vous vivez votre changement? Est-ce que vous sentez que vous changez en bien? J'ai l'intime conviction que ceux qui jugent là, en disant qu'il a changé, il a fait ceci. Mais quand vous prenez, donc, comment je dirais, vous suivez donc une voie qui ne donne pas les résultats, je crois quand même qu'il faut changer. Je reprends. Lorsque vous êtes en train d'expérimenter un projet et à chaque fois, vous n'avez pas les résultats attendus, vous répétez tout le temps, du monde c'est la même chose. Moi je ne vais pas être fou. Donc, je suis équilibré, structuré. Donc, il faut changer, il faut s'adapter. Je crois que du moins, c'est la seule réalité qui compte aujourd'hui. Donc, ce sont les fous qui ne changent pas, visiblement, à vous écouter. Mais quand on se réfère à l'histoire politique, oui, il y a une place importante pour ce qui est de la conviction. Vous, personnellement, quelles sont vos convictions? J'ai plusieurs convictions. Convictions sur le plan politique. Oui. Sur le plan politique, je pense que le Togo a besoin de changement. C'est-à-dire que nous vivons aujourd'hui dans un contexte, il y a des forces politiques dans le pays qui pensent que le Togo doit connaître donc une alternance pacifique. J'adhère entièrement à cela. Il faut qu'il y ait une alternance. Parce que d'une manière ou d'une autre, lorsque quelqu'un est au gouvernement ou est au pouvoir, a les leviers, il conduit la destinée de la nation. À un moment donné, si quelqu'un est capable également de réunir la nation, de maintenir du moins la paix et la sécurité, qu'il ait la chance également donc d'arriver du moins au pouvoir, et puis de toute façon, ça permettra aux populations de comparer. Hier et aujourd'hui. Aujourd'hui, de toute façon, les gens comparent dans le régime d'Adéman par rapport au régime du monde qui nous gouverne aujourd'hui. Alors, demain, si ce régime dont passe la main à un autre, les Togolais compareront. Je crois que c'est ça qui fait la vitalité de la démocratie. Ça fait longtemps que la question de l'alternance, elle est posée. Vous-même, vous l'avez posée d'une certaine manière quand vous étiez encore cadre du parti au pouvoir RPT, mais ça tarde à venir cette alternance-là. Est-ce que vous comprenez les paramètres qui font que les Togolais ont du mal à avoir cette alternance? Je crois qu'au niveau de l'opposition, parce que l'alternance, si c'est l'alternance à l'intérieur d'un même parti, donc c'est la même politique pratiquement, donc de tout temps, ça n'impacte pas les populations. On peut mettre du modernisme dedans, mais ça n'impacte pas les populations. L'alternance, c'est que de toute façon, quelqu'un qui est ancré dans le paysage de l'opposition puisse parvenir au pouvoir et décliner du moins sa vision donc, pour le pays. Et les gens compareront. Et donc, c'est ce que je dis. Donc, moi, je pense que il faut que l'opposition elle-même se structure autrement, en tout cas définir des moyens de lutte autrement, et essaie de toute façon, en ayant l'inclusivité à la bouche, mais pratiquer du moins l'exclusion. Et donc, tout cela aussi, je crois que... Et c'est ça aussi, du moins, ce qui permettra qu'à l'extérieur, que les gens pourront dire qu'il y a une organisation solide, capable. Moi, j'ai entendu des gens dire que dans tout ce qui s'organise, il n'y a personne pour pouvoir de toute façon prendre la succession de Foy-Gnassigbe dans ce pays. Donc je pense quand même que c'est une insulte, si vous voulez, du moins à l'ensemble de la classe politique et puis à l'intelligence des Togolais. Vous faites allusion sans doute au ministre Gilbert Bara qui a dit... je ne sais pas si c'est lui qui a dit, en fait, c'est lui qui a dit qu'il n'y a pas d'alternative crédible, notamment quand il fait référence à la C14. Je ne sais pas si, au-delà de la C14, sa référence va au-delà et touche l'ensemble des Togolais. Donc, vous trouvez que c'est quand même trop posé quand c'est dit de cette façon? Non, je ne sais pas. C'est-à-dire que dans un pays où il y a beaucoup d'intellectuels, dire cela, moi je ne sais pas quel rapport il a eu, quel est l'instrument de mesure donc, qu'il a eu par rapport donc, aux membres de C14. Je ne sais pas s'il parle de l'ensemble de l'opposition. Je pense qu'il s'adresse à un point particulier, mais ça ne fait pas l'objet de débat. Donc ici, mais d'une manière ou d'une autre, je considère qu'il y a des gens capables dans ce pays et qui peuvent de toute façon demain incarner l'alternance et gouverner le pays selon les normes. Beaucoup disent que l'alternance, oui, mais qu'il y a des questions, il y a des problèmes en ce qui concerne l'alternative.
oui, regardons la C14, au-delà de la C14, quels sont les noms qui peuvent vous venir à l'esprit pour demain, éventuellement, remplacer le chef de l'État actuel, Faure Gnassingbé? Je ne donnerai aucun nom. Vous les connaissez, vous êtes Togolais comme moi. Je ne donnerai aucun nom. Mais ce que je peux affirmer, les ambitions existent ici, sur le territoire national, comme au niveau de la diaspora. Et je pense quand même que lorsque les conditions seront réunies et que le mois de mai sera venu, mais vous les connaîtrez. Nous allons revenir à ce qui s'est passé hier samedi à Lomé, votre parti politique. Au but, ça fait 10 ans que les Togolais ont appris à vivre avec ce parti qui, finalement, je ne sais pas si c'est pas que le parti a changé juste de nom. En réalité, qu'est-ce qui a motivé cela? Je pense que au but de sa naissance, ça a eu beaucoup de difficultés. Il vous souviendra que l'administration territoriale, bien qu'il ait l'administration territoriale, avait refusé de lui donner donc son récépissé. Et puis après, en 2010, nous sommes nés le 2 août 2008, donc à Brahomé. En 2010, lorsqu'il était question donc de valider notre candidature donc à la Cour constitutionnelle, la même administration a essayé la Cour constitutionnelle de ne pas nous donner le récépissé. Sauf que celui qui fait tout ce jeu-là a oublié que la loi portant charte des partis politiques au Togo, j'étais au gouvernement et que c'est un dossier que je maîtrisais. Et donc, nous avons utilisé une disposition donc de la charte pour pouvoir donc exister. Et au niveau de la Cour constitutionnelle, on avait écrit d'invalider notre candidature. Nous avons produit des documents et finalement la Cour constitutionnelle nous a donné donc notre récépissé. Mais c'est sans compter sur l'acharnement des gens contre ce parti. Eh bien, on a fait des élections présidentielles. Au lendemain, on n'a rien fait. On a décidé de détruire le parti. On a même prononcé dans sa dissolution. Bref, je pense que le parti a résisté. Et puis, au niveau international, les gens nous disent que non, quand vous nous écrivez, on a le sentiment de que c'est une association de football, une association sportive. Plus ceux qui disent que au but évoque en tout cas un instrument donc d'association massive. Alors tout cela, en tout cas, c'est la première série d'arguments. La deuxième série d'arguments, le Togo se trouve dans une situation un peu spéciale aujourd'hui, où tout le monde se pose des questions. Comment on fait? Comment je me positionne? Donc, nous avons plus d'une centaine de partis politiques aujourd'hui. Il y a, je dirais, une quinzaine qui a confisqué le débat politique. Et nous estimons qu'il y a de la place. Nous créons ce mouvement patriotique. Pourquoi? La démocratie qui permet le développement. Et nous disons que tous ceux qui se reconnaissent dans ces philosophies, ils ont leur place chez nous. Et je ne serai pas surpris demain si nous enregistrons de toute façon des groupes d'associations, des groupes de partis politiques qui veulent venir faire le combat avec nous pour que nous puissions donner une chance à l'alternance politique au Togo. Au but, c'était en réalité un cycle, organisation pour bâtir dans l'union, un Togo solidaire. Et vous avez rappelé un pan de l'histoire de ce parti politique, à savoir la tentative de dissolution. Mais dans l'histoire de ce parti politique également, il y avait eu ce que vous aviez appelé à l'époque le changement stratégique. Entre les deux, qu'est-ce qui vous a marqué le plus? La première étape. La dissolution? Mais vous savez, lorsque vous sentez que vous êtes victime d'un acharnement, que en fait, les gens voyaient les lueurs, mais vous savez, moi je prends l'histoire de microfinance aux femmes, c'est au but qu'il a introduit. Et qu'il y a un autre parti politique de toute façon s'en est approprié. Mais quand on convoquait les réunions avant à Lomé ici autour de ces projets-là, moi je crois que les femmes venaient de toutes les préfectures du Togo. Ça a inquiété les gens. Et donc, nous disons, cette phase, elle fait partie de l'histoire. Aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle page et nous disons que nous voulons fédérer toutes les forces qui aspirent au changement dans le pays. Parce que le fait de choisir aussi un mauvais cheval aussi, ça fait échouer, si vous voulez, le projet d'alternance au Togo, ou les tentatives d'alternance au Togo. Donc, nous disons, venez, mettons-nous ensemble, définissons les stratégies et voyons si de toute façon, aux prochaines échéances, s'il y aura alternance ou pas. Vous avez été marqué par la tentative de dissolution, mais l'opinion a été marquée par ce que vous aviez appelé la réorientation stratégique, puisque depuis cette époque-là, on vous a retrouvé moins
Oui. Oui, vas-y d'abord. On vous a retrouvé moins dans la critique des actions du pouvoir en place. Non, je vais vous dire ceci. La réorientation stratégique est arrivée au lendemain de ce que le collectif Second Mouvement, le Togo, ça fait avec nous. Je rappelle que c'est l'organisation pour partir dans l'Union. Togo Solidaire, seule formation politique qui a quitté donc le CST, et le CST est mort donc, de sa mort naturelle pour se muer en CAP 2015. Nous étions les seuls. On a fait quoi? Je dis bien, je répète. Et les gens disent qu'on a la rancune, on a la... Non. Nous avons conduit une action ensemble. Nous avons conduit une action politique ensemble. Collectif Second le Togo. Nous avions été de tout un groupe extrêmement important et stratégique dans ce... On va aux élections, vous vous mettez avec le pouvoir donc pour nous priver de nos sièges. À la limite, si de tout le gouvernement est là donc pour rendre justice. Si il y a des... Bon, non, le gouvernement de moi a fait Ponce Pilate que c'est une histoire qui concerne le CST. Si le Gérard Adja, qui était donc sur la liste, voilà, à la 3e place, a été, je dirais, déclassé sans notre consentement, donc discrètement, de manière sournoise, au moment où on devait remettre un dossier, vous voulez qu'on accepte ça? Mais il est deuxième pouvoir et devoir. Oui, moi, dans le Yoto, j'ai gagné, je répète bien, j'ai gagné l'élection. J'ai eu des adversaires soutenus par le pouvoir qui m'ont appelé pour me dire que non, félicitations, on a sucré mon truc. Quand je commençais par crier que voilà, on m'a volé, le collectif Second le Togo, avec lequel on a travaillé, personne n'a levé le doigt pour dire que, mais dis donc, dans quelle association on est comme ça? Et donc, nous avons décidé de nous retirer. Oui, mais maintenant, attends. Oui. Nous avons décidé de nous retirer. Comment voulez-vous aujourd'hui demander que ce collectif, ou ceux qui ont fait ce coup-là avec nous, quand ils manifestent aujourd'hui, et quand ils font quelque chose, que nous allons les soutenir? Non, mais en fait... Alors, la réorientation stratégique, une seconde. Oui. Je ne suis pas n'importe qui dans l'opposition. Oui. Non, je vais terminer. Oui, allez-y. Je ne suis pas n'importe qui. Mais attends, mais... On sent que vous êtes très marqué par... Mais comment aujourd'hui, si on se retire de la CENI, c'est à cause de ça? Vous ne voyez pas la guerre qui se passe au niveau de la CENI? En 2010, nous devons aller au niveau de la CENI. Fabre, Jean-Pierre Fabre, m'a appelé. C'est nous qu'on avait choisi. On va mettre à Cotuy, à notre place. Quand Cotuy est informaticien, qu'il allait nous aider. Nous avons accepté. Dans l'intérêt du groupe, j'ai accepté. Que Cotuy n'a qu'à aller. Sinon, c'est au but qui était pressenti pour y aller en 2010. Apotu a été. Et puis on connaît la suite de l'histoire. Mais maintenant, aujourd'hui, nous voulons aller au dialogue. Les mêmes disent non, vous n'avez pas le droit. Mais dis donc, allons-y quand même. Les gens qui venaient chez moi, comme journaliste, pour prendre, comment je dirais, à qui j'accordais des interviews, aujourd'hui, non, il faut être sérieux. Qu'est-ce que les journalistes ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pardon? Qu'est-ce que les journalistes ont fait? Jean-Pierre Fabre était journaliste. Donc au niveau, donc, tribune des démocrates. Il venait prendre de toute façon, il venait m'interviewer chez moi. Et donc je dis, il faut quand même avoir un minimum de reconnaissance. Vous ne pouvez pas jouer à tout ce rôle-là et vous voulez de toute façon... Non, je crois que c'est des comportements comme ça qui minent l'opposition et qui fait le lit en tout cas de ceux qui ne veulent pas que les choses bougent dans le pays. Vous avez dit que vous avez été beaucoup plus marqué par la tentative de dissolution, mais quand on vous écoute là, on a l'impression que vous avez été beaucoup plus marqué. Je dis, au jour d'aujourd'hui, la CENI togolaise est paralysée pour une question de siège. Une question de siège. Non, allons-y. Une question de siège. Vous en avez 3. Je parle de l'ANC. Vous en avez 3. Et de toute façon, il faut que quelque chose... Nous, dès que le problème s'est posé, on n'a opéré aucune résistance. Si la CENI devait travailler honnêtement, régulièrement, sereinement, sans de tous ces calculs-là, je ne vois pas pourquoi nous, on se bat pour la CENI. Nous allons parler de la CENI dans un instant, mais retournons à votre nouveau mouvement qui est le MPDD, n'est-ce pas? MPDD. Le mouvement... Désyllabé, ça c'est plus facile à dire. MPDD. Comment expliquez-vous ce nouveau nom? Mais c'est simple, non? Il faut le patriotisme. Le patriotisme, c'est l'amour de la patrie. Il faut aimer son pays. Tous ceux qui font ce jeu-là, aiment-ils réellement leur pays? Prennent-ils conscience que depuis que nous avons commencé ce combat pour l'alternance en 1990, ils se rendent compte des dégâts matériels, humains que le Togo a? Est-ce qu'ils pensent à ceux qui ont perdu leur boulot, leur activité professionnelle? Est-ce qu'ils pensent à ceux qui sont handicapés à vie aujourd'hui? Moi, je reçois des militants qui me disent que moi, je viens de tel parti, mais regardez, ils me montrent de tout temps les balles qu'ils ont. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Quel est le problème qui est si difficile qu'on ne peut pas résoudre? Et donc, moi, je dis, écoute,
On va créer un mouvement patriotique. Quels sont les besoins des Togolais aujourd'hui? La démocratie, c'est quoi? État de droit. Si vous avez droit à quelque chose, que vous l'ayez. Quand vous organisez une réunion, régulièrement, de toute façon, comment je dirais, organisée, annoncée, il faudrait pas que les forces de l'ordre viennent vous disperser. Il ne faudrait pas que vous êtes dans votre maison et que, comme je l'ai vécu là, quand c'était capitaine là, de toute façon, vient défoncer toutes les portes sur moi, m'enlève pour quelque chose que je ne fais pas, de la persécution. Oui, la démocratie, le respect de tout temps, des principes. D'ailleurs, même, je reviendrai sur la définition de... Quand on parle, je vais vous donner une définition. Qu'on respecte ça, la dignité de l'homme. On ne va pas pour des considérations politiques que certains fassent du zèle et persécutent les gens. Nous parlons démocratie. C'est un corpus juridique auquel tout le monde doit se soumettre. Que tu sois grand ou pas, personne au Togo ne devra pas être au-dessus des lois ou en dessous des lois. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Alors, si on s'entend sur tout cela, la liberté d'entreprendre, le développement, la confiance que nous allons inspirer de toute façon à l'extérieur, les investisseurs viendront et nous allons de moins développer notre pays. Bien sûr, en respectant de moins les différents codes qui existent et assurer le bonheur des gens. Et combien de temps nous allons passer ici? Je refuse l'idée selon laquelle certains ont droit d'avoir tout en surabondance et les autres de toute façon seront obligés d'être mendiants. Dans ce pays, je crois qu'il faut qu'on soit sérieux et qu'on se respecte. Est-ce que les noms sont importants en politique? Parce qu'on a eu au but, et aujourd'hui on a le MPDD, et les Togolais se posent la question si le changement de nom peut influencer sur, par exemple, l'avenir d'abord de votre personne et puis de tout ce que vous drainez derrière vous. MPDD ira très loin. Je reprends. MPDD ira très loin. Avec les Togolais qui, à un moment donné, massivement ont cru en vous et puis qui ont commencé par se poser des questions à un moment où vous avez changé. Oui, quand ils disent qu'on m'a vu au troisième quart, oui, donc faut m'a donné ceci. J'ai dit, je ne suis pas un opposant ordinaire. J'ai la chance d'assumer des fonctions extrêmement importantes qui me permettent de tout avant d'avoir une vue plus large, plus systémique sur les problèmes de la nation que ceux qui n'ont pas encore eu un portefeuille de secrétaire d'État dans un gouvernement. Oui, ce que vous dites est vrai, mais, non, c'est la vérité. Mais les Togolais ne comprennent pas cela. Non, je vais te dire, les Togolais comprendront, parce que d'une manière... Mais ils comprendront quand même. Non, mais le temps, oui, ils comprendront. Parce que d'une manière où nous donnons personne, tous les postes, du moins que moi j'ai assumé dans ce pays, personne ne peut me prendre de faux. Tout le monde reconnaît mon efficacité. Le problème est le suivant. Question de jalousie. Lui, il a mangé avec elle demain. Pourquoi il veut venir? Pourquoi vous ramenez la... Oui, c'est aussi ça. Hein? Pourquoi vous ramenez la gestion de la chose publique à manger? Oui, peut-être c'est un spectacle qu'on observe ici ou là peut amener les gens à réduire la portée de ce que quelqu'un, de l'efficacité, de ses convictions, de ce qu'il peut faire donc pour nous à une question de manger. Je crois quand même que c'est tous ces paradigmes-là qu'il faut changer. Je disais pas plus tard qu'il y a que l'idée selon laquelle je gagne les élections, je gouverne avec mes partisans et mes soutiens. Cette idée, je dis, elle est limitée. Elle souffre aujourd'hui. Depuis 2015, j'ai dit sur Africa 24 que celui qui gagnera les élections en 2015, au-delà de son parti, doit intégrer donc les grandes forces politiques dans le pays pour avoir de la stabilité et les moyens de conduire sereinement, en tout cas son programme. Ça n'a pas été fait. Les résultats, on l'a vu. C'est-à-dire que c'est fini tout ça. Où je gagne là, je mange seul avec mes parents. Je dis c'est fini. Ah mais quand on vous écoute, quand on vous voit, vous n'êtes plus très jeune. Pardon? Vous n'êtes plus tout jeune. Non, j'ai 64 ans. C'est pas un secret. Est-ce que le temps ne joue pas contre vous? Quel temps? D'une manière ou d'une autre, de toute façon, j'accomplis mon destin avant de mourir. C'est-à-dire? Mais je vais t'expliquer. Hier, tu étais chez Nana FM. Aujourd'hui, tu es chez Pyramide. Là où tu vas te trouver demain, tu ne sais pas. Peut-être que tu seras conseiller du moins à la primature. Je ne sais pas. Et donc, tu as un destin que tu ne connais pas. Mais donc, ton destin va se dérouler. Le mien se déroule là. Oui, mais en fait, là, on est dans le domaine du rêve. Quel est en réalité votre rêve? Quand vous parlez de destin. Je vais me dire au Togo mon rêve. Je serai le président de la République du Togo. C'est votre rêve? Mon rêve.
Qui ne peut pas rêver? Sarkozy nous disait que lui, il était ministre de l'Intérieur, et tout ça, en se rasant tous les matins, il rêvait d'être président de la République. Pourquoi voulez-vous pas que moi, Agbemé Kojo, ceux qui sont dans la rue, là, ces 14 ou ces 20 et tout ça, là, eux, ils ne rêvent pas de devenir président de la République. Ils rêvent de devenir président de la République. Quelqu'un qui crée un parti politique, qui vous dit qu'il l'a créé donc pour s'amuser. J'ai créé le parti politique pour incarner des idées, pour incarner l'avenir de ce pays, pour donner une direction de moi à ce pays. Et donc, je dis, si c'est ça que vous voulez entendre de moi, j'ai dit oui, je rêve d'être président de la République. Ça ne vous a pas échappé que il y a des mandats, cette idée-là était dans l'esprit de tout le monde. Et peut-être, ceci pour cela que j'ai connu du monde les déboires que j'ai eus et que je me suis retrouvé en exil. Je dis, si quelqu'un dit le contraire, je rêve d'être président de la République. Il n'est pas de toute façon interdit à qui que ce soit d'avoir des ambitions. C'est au Togo ici, quand on dit qu'on a des ambitions de toute façon, il faut du moins persécuter, non tuer les gens. Je dis, je l'affirme que de toute façon, oui, il m'arrive de rêver que je serai président de la République. Et je ne pense pas que je le mérite moins que d'autres. Hier, on a attendu de grandes annonces à votre convention. On n'en a pas vraiment eu. Ah ben c'est la CENI. La CENI qui, dans l'impasse, nous ont fait une proposition. Quelle est votre proposition? La proposition est claire. C'est-à-dire que, nous faisons observer que ce n'est pas le nombre de sièges à la CENI qui détermine de toute façon ou qui règle le problème de la problématique de la vérité des urnes. La vérité est ailleurs. C'est où? Dans les urnes. Et dans l'acheminement de l'expression des urnes vers Lomé. Vers du moins la CENI. C'est dans les urnes et dans le système d'acheminement du verdict des urnes vers du moins la centralisation à Lomé ici. Entre ce que les urnes disent et le cheminement donc de ces suffrages jusqu'à Lomé, est-ce que tout est étanche, protégé, authentique? Je crois que c'est à ce niveau-là que nous devons nous battre. Mais dire, ça veut dire que si tu n'as pas de représentant dans la CENI, c'est même pas la peine d'aller aux élections. Puisque si on pense que c'est en étant à la CENI qu'on peut gagner, qu'on peut mieux contrôler, tous les autres, les 100 autres partis qui n'ont pas de représentants à la CENI, c'est pas la peine qu'il y ait aux élections. C'est pour ça que nous disons que, voilà. Alors la proposition que nous avons faite, nous avons dit, il y a un statut de l'opposition. Il y a loi portant statut de l'opposition. À l'Assemblée nationale, un groupe parlementaire peut déclarer qu'il est de l'opposition ou qu'il est de la majorité. Pour ce qui concerne l'UFC a déposé un papier au bureau de l'Assemblée nationale qui font partie de l'opposition. À partir de ce moment-là, il faut tenir compte. Moi, de toute façon, cette loi-là, qui a été faite comme ça, ou cette disposition de la loi portant statut de l'opposition, il faut l'aménager, il faut la changer. Parce que je ne comprends pas pourquoi tu peux être dans l'exécutif en train de travailler dans la majorité gouvernementale et en même temps se dire qu'on est dans l'opposition. En fait, la loi, elle est là. Même si elle est mauvaise, il faut l'appliquer. Mais il faut la changer parce que de toute façon, c'est cette loi-là qui crée du moins le problème aujourd'hui. Donc il faut la modifier. Et je crois que ça a été fait exprès. On ne fait pas une loi de toute façon selon les convenances ou les besoins de quelqu'un. Donc on a fait pour protéger J-Christ Olympio. Il est dans l'opposition, mais il est dans le gouvernement avec nous. La loi est mauvaise. Mais pour le moment, il faut l'appliquer. Et donc nous avons demandé au chef de l'État qu'il intervienne pour l'application de cette loi, pour arrêter de toute façon ce qui se passe au niveau de la CENI et qui n'honore pas le pays, ni de toute façon la classe politique. Sur cette question de la CENI, de la récomposition de la CENI, est-ce que le communiqué sorti de la rencontre du 23 septembre dernier, est-ce que ce communiqué ne règle pas en partie cette question? Le communiqué dit quoi? Parce que je lis beaucoup de choses. Ce communiqué dit que les parties prenantes aux discussions s'entendent à se partager. Vous parlez de... Je parle de la facilitation. La facilitation du 23. Oui, c'est-à-dire que quel est le problème? Que le parti au pouvoir uni donne un siège donc à chose, comment je dirais, en fait, je vais vous lire l'extrait. L'extrait dit: au titre de la CENI, les deux partis se sont félicités de propositions visant à obtenir une CENI plus inclusive et plus équitable par une participation plus importante de l'opposition. Aussi a-t-il été reconnu le droit et la liberté pour chacune des parties, comme le prévoit la loi, de désigner librement ou de maintenir ses représentants à la CENI. Oui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc j'écris sur Olympio par rapport à cela de mon se retirer de la CENI? Non. Pourquoi il va se retirer?
Est-ce qu'il fait partie des... C'est-à-dire qu'en fait, ces dispositions-là contreviennent à la loi. Je reprends ce que vous venez d'entendre là, contreviennent à la loi. C'est pas ce que la loi a dit. Donc vous donnez raison quelque part à Diritama qui dit que le code électoral a été en partie violé. Non, le code électoral a été violé, mais de toute façon, si c'est pour une bonne cause, pour ramener la présence de ces 14 au sein donc de la CENI, pour l'ensemble du processus. Parce qu'en fait, il y a un problème qui se pose aujourd'hui, pour l'ensemble du processus. Voilà, même, bon, je crois que l'Assemblée nationale a été convoquée demain, peut-être on va régler, mais on a fini le recensement. On a fini tout le recensement avant qu'ils ne viennent. On va faire quoi? Reprendre le recensement, tel que je connais donc le gouvernement est peu uni, il n'en serait pas question. Je dis tel que je connais le gouvernement est uni, il n'en serait pas question. Est-ce que le gouvernement uni sont les seuls protagonistes de ce qui se passe au Togo? Mais de toute façon, c'est eux qui ont les leviers de commande dans le pays. Non, mais en fait, il y a la facilitation également. Est-ce que la facilitation n'a pas son mot à dire dans ce qui se passe? Puisque, en réalité, elle est la garante de ce qui se passe. Depuis que, du moins, C14 est en train de crier, demandant la facilitation d'intervenir au niveau du gouvernement pour qu'on arrête du moins, le processus de recensement, j'ai vu les résultats. Nous parlions de grandes annonces, puisque j'avais dit que je n'en ai pas entendu véritablement, et puis vous venez de me donner... Je dis pas, bon, l'impasse là, nous avons demandé que le chef de l'État intervienne et fasse appliquer, et fasse du moins l'application de la loi portant statut pour mettre fin à cette pagaille là. Autre chose, annoncé hier, chez vous, l'autre chose que vous avez annoncé? Ah oui, nous avons dit que nous participerons aux élections. C'est une décision. On ne peut pas se dire oui, nous participerons aux élections prochaines si les conditions dont sont réunies, les conditions de transparence et de crédibilité de scrutin, si c'est réuni que nous irons à ces élections. C'est une deuxième décision du moins importante. Nous avons fixé également, pour en tout cas la nouvelle formation politique, nous avons dit... nous avons fixé donc les taux de cotisation annuels et puis les adhésions. Oui, nous avons pris aussi une décision importante. Il y a un bureau assez puissant qui a été mis en place. Je pense qui a respecté, si vous voulez, la présence de la diaspora. Donc, un personnage comme Siliadin, qui rentre du monde dans le bureau politique, donc deuxième vice-président, une dame qui a beaucoup montré de toute façon sa sagesse, qui nous a beaucoup aidé à évoluer, Madame Dovi Amouzou, qui est également troisième vice-présidente. Il y a plein de jeunes qui sont rentrés dedans. Je pense qu'on a fait un bureau assez équilibré. Et je dis que de toute façon, pour la nature du combat dans lequel nous allons rentrer, il y a les législatives, il y a les locales, il y a les présidentielles. Je pense quand même que nous avons un bureau qui est à la hauteur qui peut nous relever le défi. Vous avez abandonné le ballon, vous êtes fait accompagner désormais par une jarre de laquelle on voit de l'eau qui est versée dans une calebasse. Quelle est la signification de ce logo? C'est toujours du moins la notion de partage. Il faut partager parce qu'on a le sentiment qu'au Togo ici, il y a certains qui en cumulent, qui ne veulent pas partager. Et puis donc, et c'est ça dont souffre le pays, parce que donc, je dis, c'est inadmissible que certains ont tout en surabondance et d'autres de toute façon n'ont rien, et puis bon, il suffit de les écouter. Et donc, la jarre donc, symbolise, donc, si vous voulez, un instrument d'abondance, l'eau, donc c'est la vie, donc on partage, mais il y a également une autre signification, vous voyez là, il y a un coussin, donc derrière le coussin là, c'est le corpus juridique du pays, donc la constitution, les textes et tout cela, sur lequel repose la nation qui déverse ses richesses, et puis en fait de tout temps la calebasse qui symbolise du moins le peuple là, partage. Et donc, nous sommes dans une dynamique de partage, de construction sur la base des textes, parce que une nation, bon, c'est quelque chose de fragile si on ne respecte pas les textes, si on ne respecte pas la Constitution, si on ne respecte pas donc, du moins, les lois donc, de la République, vous mettez du moins comme la nation en danger, qui est symbolisée aussi du moins par la jarre. Et donc, vous mettez du moins quand la nation est, comment je dirais, en danger, bon, vous voyez du moins dans quel sens partiront dans vos richesses, du moins, mais voilà. Donc, c'est quelque chose. Vous verrez, dans les jours et semaines à venir, comment de tout temps les gens vont se mobiliser autour de la jarre, de l'eau et de la calebasse. Ce sont ces éléments-là qui structurent, si vous voulez, notre idéologie, les programmes, les valeurs que nous partageons. Il faut partager. Et puis, en fait, bon, je crois que c'est connu de tous, que c'est comme aussi le ballon qui était connu de la jarre, sa structure.
c'est transversal, donc de toutes les ethnies, de toutes les régions. Et j'ai dit, vous verrez bientôt les résultats. Le MPDD arrive dans un monde togolais truffé de crises. Et cette crise, ces derniers jours, s'accompagne désormais d'actes de violence, notamment perpétrés sur des représentants locaux de certaines formations politiques. Et la C14 exprime son inquiétude. Et quel est votre sentiment à vous? Vous savez, il n'est pas normal que des acteurs politiques puissent organiser donc une manifestation. Je suppose que les gens de C14 qui parlent, ou du moins mais que la victime, donc, je dirais, pas de la dispersion de la pression, en tout cas la victime donc, des méthodes fâcheuses donc, dont vous parlez, donc s'est conformée aux règles, donc a informé l'administration territoriale ou le préfet de région pour dire que nous organisons quelque chose. Mais je dis dans tous les cas, l'intrusion de la police pour du moins brutaliser les gens, en tout cas sur un lieu public ou chez eux à la maison, je dis c'est des éléments de mon que je condamne. Donc, je suis d'accord avec la C14 qui s'inquiète, donc, si vous voulez, de la montée de la répression du monde dans le pays, en tout cas pour les cas de monde qui dénoncent et disent, bon, c'est normal qu'ils noircissent un peu, qu'on va aller à un bain de sang. Je pense quand même que, bon, je ne suis pas dans le secret des dieux. Nous avons connu ces gens dans le passé. Je ne souhaite plus cela pour mon pays. Et en cela, si le fait, bon, d'aggraver, de présenter les choses comme ça, puisque, bon, comment je dirais, amener le pouvoir, donc, à veiller à ce que ce genre de choses ne se reproduisent plus dans ce pays. Je les encourage énormément. Depuis les années 90, la violence politique est un fait qui est devenu évidemment banal au Togo. Chaque fois, on constate que cette violence elle est présente. Est-ce que c'est un passage obligé pour un pays comme le Togo? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est-à-dire, en fait, nous avons dit qu'il faut beaucoup de pédagogie. Certains considèrent que c'est de moins en faisant ce genre de choses, donc le pouvoir va considérer et constitue pour eux de grands soutiens. Mais la violence, je pense quand même que nous en avons fait l'expérience. Celles qui ont émaillé les différentes séquences dans le pays sont encore dans les esprits. Et j'interpelle tout le monde, que ce soit donc nous-mêmes acteurs politiques, ou ceux qui sont au pouvoir, et ceux qui ont les instruments de la violence, qu'on fasse attention pour que donc ce que donc craint la C14 ne se produise plus dans notre pays. Nous tous. Ça, c'est quand même une prière qui revient à chaque fois qu'il y a un acte de violence au Togo. Finalement, c'est un peu comme si c'est une sorte de comédie qui est jouée sur la terre de nos aïeux. Chaque fois qu'un acte de ce type est posé, tout le monde condamne et puis tout le monde prie pour que les prochaines fois ces actes... Non, je pense qu'au-delà de la prière, il faut un comportement. Si moi-même sur un petit sujet, donc j'excite donc mes militants, mais c'est normal que de toute façon les objectifs poursuivis ne seront pas atteints. Et donc il faut que ce soit clair que c'est un travail de tout le monde. Donc je dis bien, ceux qui, le corps habillé, le pouvoir politique et les acteurs politiques doivent avoir un comportement qui puisse prévenir ces genres de choses sur la terre de nos aïeux. Est-ce que vous avez l'impression que le pouvoir est complice dans ce qui se passe? Mais d'une manière ou d'une autre, même s'il n'est pas compliqué, il est responsable, puisque c'est lui qui a la responsabilité de gouverner le pays, et que de tout, quand ça se passe comme ça, donc qu'est-ce qu'on fait si c'est pas clair, on ouvre de toute façon tout de suite, donc une enquête, et on trouve donc les responsables, et on voit qui a tort, qui a raison, et les lois de la République s'appliquent. Mais si on se tait, je ne pense pas que ce soit du moins la même posture. Donc pour le moment, c'est celui qui gouverne. C'est celui qui gouverne qui est responsable. Et donc, quand des choses se passent et qui ne sont pas, du moins, orthodoxes, on ouvre une enquête. Mais pas des enquêtes, on ouvre et puis, bon, on ne connaît pas les résultats. On ouvre une enquête et on va au bout. On dit, tel policier, tant. Mais au Bénin, il n'y a pas longtemps, de tout temps, je crois que des policiers ont fait quelque chose, ben on les a condamnés. Et donc, d'une manière ou d'une autre, je dis bien, c'est parce que de toute façon, les poursuites d'enquête que nous ouvrons n'aboutissent pas et qui fait que les gens peuvent dire ça. Mais nous devons faire des efforts. Est-ce qu'on peut faire des enquêtes sérieuses au Togo? C'est une question de volonté politique. Si de toute façon,
le voleur ou quelqu'un qui est surpris de voler et qu'on l'a arrêté et que si c'est moi-même qui l'ai envoyé du monde aller voler, c'est difficile pour moi qui ai de mon impérium de l'autorité de le frapper. Ce qui se passe, et beaucoup craignent que ça va impacter visiblement les prochaines campagnes électorales, puisque si les élections doivent avoir lieu dans 2 mois, bientôt le Togo va entrer en campagne électorale. Cela suppose que les rassemblements vont avoir lieu un peu partout sur le territoire national. Est-ce que ces campagnes ne risquent-elles pas d'être infectées? Vous avez le mot les infections, hein? Le mot infecté, j'en ai entendu beaucoup ce matin. Non, je vais vous dire ceci. C'est une question de volonté. Si nous voulons que la campagne se déroule dans la paix, que chaque formation aille sur le terrain, monte son offre, défende son offre, demande de toute façon à la clientèle électorale, suivez-moi plutôt que tel autre. Si nous avons la volonté de construire quelque chose de durable, de servir dans ce peuple, je crois quand même que c'est facile à faire. Il y a eu donc des campagnes sans violence dans ce pays, majeures. Mais je dis dans tous les cas, un problème tel que le gouvernement doit exprimer son engagement fort à éviter des scènes de violence pendant la campagne. Le Togo est fragile en ce moment, en ce qu'il y a beaucoup de frustration. Et donc, ce n'est pas la peine d'ajouter d'autres douleurs physiques à cette frustration qui est un élément moral que subissent déjà des gens. Quand vous parlez de frustration, faites allusion à quoi? De toute façon, vous êtes au Togo, vous sortez, vous écoutez, vous voyez avec les yeux. Je ne vous ferai pas du moins l'insulte de vous dire quels sont les éléments qui structurent la frustration des Togolais. Quand vous parlez de frustration, je ne sais pas si vous faites allusion à tout ce que traverse le pays depuis le 19 août, mais quand on écoute certains acteurs politiques proches du pouvoir, on a l'impression que tout cela est rentré dans l'histoire et que tout cela est derrière nous. Non, on ne vit pas dans le même monde. Je crois que c'est ça. Eux vivent dans un autre monde, les autres aussi vivent dans un autre monde. Moi, je disais à quelqu'un un jour que dans une vie passée, il m'arrivait à une semaine de déjeuner, de dîner avec le chef de l'État défunt. J'ai dit de lundi jusqu'à dimanche. Je déjeune, je dîne, je déjeune, je dîne. Et puis après, donc le week-end, on va dans son village. Quand vous n'êtes pas une structuré, équilibré, vous allez vous tromper que tout le monde vit dans le même univers dans lequel vous vous trouvez. Mais il faut avoir solidement les pieds ancrés sur terre pour dire que non, ça c'est un monde particulier. Je reprends. C'est extrêmement important. C'est pour ça que je dis que peut-être qu'on ne vit pas dans le même monde. C'est la réalité est comme ça et c'est la nature du pouvoir. Est comme ça. Et que vous n'êtes pas proche des gens. Vous n'écoutez pas leurs douleurs. Vous n'écoutez pas leurs préoccupations. Vous vivez complètement coupé de la réalité. Je reçois 50 à 60 personnes par jour, au week-end. J'écoute. Voilà ce que je voulais vous dire, pour dire qu'il ne vit pas dans le même monde. Mais comment comprendre justement que ceux qui dirigent le pays ne soient pas au courant de toutes ces difficultés quotidiennes des Togolais? Vous les recevez aussi, posez leurs questions. Je ne vais pas me mettre à parler de moi à leur place. Vous recevez-les, posez leurs questions. J'ai gouverné, j'ai dirigé, je sais ce que c'est. Ok, aujourd'hui, donc, je suis là, donc je conduis une action politique, donc avec ma formation politique, avec les Togolais, j'ai une vision. Peut-être que le fait d'avoir fait les deux, c'est-à-dire et le pouvoir et l'opposition, me prédestine mieux à comprendre les problèmes des populations lorsque demain, j'aurai l'occasion encore de conduire leur destinée. Vous nous écoutez, c'est Pyramide FM avec notre invité du jour, l'ancien Premier ministre Mensah-Gueye Mekodjo, le président du parti politique Mouvement Patriotique pour la démocratie et le développement, MPDD. La tradition veut que les auditeurs également participent à l'émission et ça va se faire à partir de cet instant. Et je rappelle nos deux numéros 96 50 34 37, 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70, 70 43 09 70. Et nous allons insérer les tout premiers auditeurs.
Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Allô. Oui, on vous appelle comment? Monsieur Abdoul. Oui, Abdoul, vous êtes en direct, allez-y. Je voudrais saluer M. Abdoul et lui demander de nous définir sur ce plateau ce que veut dire un opposant. Et de nous dire également si l'UFC se situe actuellement dans la définition de ce que c'est qu'un opposant. Vous savez, la maxime là-dessus dit que l'erreur commune crée le droit. Si ensemble les protagonistes s'entendent pour dire que c'est bon, le contenu étant bon, la procédure peut être viciée, tant mieux. L'essentiel est que ça apaise les cœurs. L'essentiel, c'est que ça apaise les cœurs. Alors, est-ce que lors de la dernière facilitation, lorsqu'il a été convenu de choisir de chaque côté, oui, membre pour la reconstruction d'une nouvelle CENI, est-ce que ça n'a pas apaisé les cœurs de chaque côté? Alors, les deux protagonistes, en réalité, sont deux entités. Bien. Ils sont les... Bien, on a compris le sens de votre développement, cher ami Abdoul. On va laisser la possibilité à notre invité de réagir. Non, celui qui est opposition, lui donner le sens de l'opposition. L'opposition, donc, c'est celui qui n'est pas dans la majorité, qu'elle soit parlementaire ou, comment je dirais, gouvernementale. Donc, il ne participe pas, il s'oppose à l'action conduite par une équipe gouvernementale ou parlementaire. Il s'oppose. Il se trouve qu'au niveau de la même Assemblée nationale, donc, il y a une loi portant statut de l'opposition. Je l'avais dit que dans cette loi, de toute façon, personnellement, de toute façon, c'est elle qui crée problème. La loi, elle a créé problème. Et donc, mais elle est là, donc je dis, il faut l'appliquer. Mais nous-mêmes, de toute façon, nous étions donc dans cette CENI. Mais lorsque le 23 donc, septembre, il était question donc, il y a une nouvelle disposition trouvée par la CEDEAO, on s'est retiré. Mais maintenant, moi je dis, on parle de parti, on parle de parti parlementaire aussi. Et donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, donc, vous me demandez si j'écris sur l'UPIO ou pas j'écris sur l'UPIO. L'UFC est un parti donc de l'opposition ou de la majorité. Bref, moi je considère que il y a un effort, du moins, que tout le monde doit faire. Au but, donc, l'ancêtre de MPDD a fait l'effort de se retirer. Nous n'avons pas été désignés, nous avons été élus. Maintenant, je dis aussi que ce n'est pas le nombre de places qu'il faut avoir donc, au niveau de la CENI, donc, qui permet de toute façon de penser qu'on va assurer donc, la vérité des hommes. Mais maintenant, il appartient librement à J-Christ Olympio, donc de dire, écoutez, moi, je considère que je ne suis pas dans ces 14, à partir du monde, je ne suis pas dans ces 14, et que je suis donc dans le paysage de l'opposition, je me retire pour que de toute façon la paix revienne là. La loi, en le faisant aussi de toute façon, nous sommes toujours dans la violation de la loi. Voilà donc ce que je peux donner comme élément de réponse. Deuxième auditeur. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur Maglo. Bonjour, monsieur Maglo. Oui, comment vous allez? Oui, allez-y. Je voudrais qu'on revienne au début de cette émission où vous posiez une question à M. Abdelomé. Vous l'accusez d'être trop changeant à tort ou à travers, question à laquelle il a répondu qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Par exemple, il y a 20 ans, il a opéré une mutation spectaculaire. Il fallait être agréable pour le faire. Il a quitté le RPP pour s'approcher un peu de l'opposition avec Daoukou Péré. Et on l'avait beaucoup apprécié. C'était un changement positif. Mais depuis quelque temps, les gens l'accusent à tort ou à travers d'opérer un changement négatif. Et je ne sais pas si c'est vrai. Puisqu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Est-ce que ce que les gens disent,
qu'il a fait un mauvais changement. Sa position actuelle, qu'est-ce qu'il en pense? Bonjour. Non, je pense que c'est toujours la même personne, mais l'environnement peut, en tout cas, donc, être un élément qui conduit cette personne-là à avoir des postures différentes. J'ai expliqué pourquoi nous avions quitté le CST. Et je crois que c'est ça qui pose problème. J'ai expliqué pourquoi nous avons quitté le CST. Et je dis, personne ne peut l'admettre. Parce qu'en fait, bon, c'est le CST qui a révélé certains au niveau international. Voilà. Et donc, j'ai expliqué. Mais maintenant, je ne suis pas au gouvernement. Je ne suis pas au gouvernement. Vous dites pourquoi, donc, on a fait le sommet sur la sécurité maritime. J'ai une expertise. Je ne suis pas parti demander à participer donc aux travaux de montre mes choses. On me sollicite pour les intérêts de la nation. Je donne une conférence. Et c'est là on dit, ah oui, mais pourquoi il a accepté? Non, je ne vois pas de toute façon le combat de cette manière. Et donc, moi je dis, je fais partie de ceux qui cherchent l'alternance politique au Togo. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut organiser, gérer le pays donc autrement. Je ne vois pas. Le jugement des gens, si vous voulez en tenir compte, les mêmes du monde qui ont applaudi Jésus, en tout cas le matin, le soir, c'est les mêmes du monde qui l'ont condamné. Agbemé demeure le même, il a ses convictions pour le pays, il a ses compétences, il a sa vision. Le moment viendra où peut-être de toute façon, nous verrons du moins les résultats. Mais dans tous les cas, je ne peux pas suivre ceux qui ne veulent pas que j'existe. Et puis de deux, ces 14-là, tous ont la même expérience, sont assez forts et que de toute façon, nous, je dis au but hier, que nous ne pouvons pas aller dans ces 14, c'est quand même de tes prétentions. Et donc, qu'est-ce que vous voulez? Et nous dénonçons le fait que on réduise 114 partis politiques à 15, ça dit que c'est 14 de l'autre, et une formation de l'autre pour dire que les problèmes de la nation, qu'ils sont capables donc d'énicoler tous ces problèmes, de trouver donc des solutions. Voilà. Et donc, on est au même niveau de la CENI. Non, on n'est pas de... Écoutez, et vous voulez donc que par ce genre de comportement, quand je suis à l'international, on me dit que C14, là, c'est quoi? Que je continue donc pas faire la publicité pour C14, que c'est C14 la solution pour le Togo? Bien, on va insérer le troisième auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, vous êtes en direct à votre nom. Oui, c'est Pélé. Oui, Pélé, parlez un peu plus fort et votre question. Oui, bonjour, président. Bonjour, cher ami. Oui, bon, concernant le CST, bon, comment vous vous êtes arrangé pour que dans une alliance électorale, l'ANC soit sur 30 têtes de liste, elle a pris 28 têtes de liste? Je vais c'est pas ça qui vous nerve. Non. C'est-à-dire, je prends... Non, en fait, il n'a pas fini. Oui, deuxième question. En tant que vous, ministre du RPT à l'époque, ministre de la jeunesse, sport, intérieur, président de l'Assemblée, premier ministre. Oui. Selon vous, devant Dieu, devant les hommes, combien de fois et comment le RPT vole les élections au Togo? Bah, dis donc. Ok, la question concernant... Non, c'est-à-dire que... Non, moi, je prends deux séquenciers électorales. Le Grand Lomé et Yoton. Le Grand Lomé, tous reconnaissent que Gérard Adja est deuxième pouvoir de voix. Après, George Lawson. George Lawson, c'est la zone portuaire. Je ne reviendrai pas sur les détails là. Voilà. Et que Jean-Pierre Fabre est arrivé troisième en termes de pouvoir de voix. Lorsque nous avons préparé les listes donc, au niveau donc, du siège de Obu pour aller déposer à la CENI, on n'a pas mis Gérard Adja à la 9e place. Patrick Lawson a parlé donc sur les médias, du moins pour confirmer qu'il était à la 3e place. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'on ne les a pas suivis, on leur a fait confiance. On ne les a pas suivis pour aller à la CENI. Pourquoi ils ont déclassé Gérard Adja de la 3e place à la 9e place? Voilà mon problème. Et quand on a évoqué ça, on dit donner une place à Gérard Adja. Ils ont dit non. Moi-même, j'ai dit, j'affirme ici que j'ai gagné les élections dans le Yoto. Que du moins, mais c'est vrai, que quelqu'un vienne me dire le contraire. J'ai gagné les élections dans le Yoto. Je dis bien qu'il y a eu même des soutiens donc, du régime qui étaient obligés de m'appeler pour me dire félicitations. Et le soir, on me dit que je n'ai pas gagné. Et on sait ce qui s'est passé. Quand j'ai commencé par crier que on m'a volé, demandez au leader du CST si quelqu'un s'est levé pour demander défendre. Vous l'avez dit tantôt, mais est-ce que c'est pas de l'histoire ancienne?
La question qu'elle pose à tout le monde, c'est une seconde. La question que notre jeune homme, notre jeune frère pose là, c'est une question d'histoire ou c'est une question d'actualité? Mais je vous pose la question. Et non, de toute façon, mais je crois que ce passé-là continue de créer la méfiance. Mais puisque vous avez l'habitude de... Même mieux. Est-ce que vous avez l'habitude de le rappeler, ce passé-là? Mais une seconde. Est-ce que vous allez continuer? Quand ils allaient mettre le C14 en place, oui, et il y a une personnalité importante de l'opposition qui m'a donné le nom de quelqu'un. Donc, au niveau de C14, qui devait nous appeler pour nous demander au moins si de toute façon, ça nous intéressait de nous associer à eux. Ok? La personne n'a pas eu le courage de nous appeler. Bref, pour vous dire que c'est l'histoire ancienne. Les Togolais veulent manger. Les Togolais veulent avoir un pays structuré, équilibré, respectant les droits de l'homme, respectant tout, et pour retrouver sa dignité. C'est ce combat qui est le mien aujourd'hui. Mais maintenant, il pose la question que, avec tout mon parcours donc, au niveau donc, du RPD, de dire du monde comment le RPD vaut donc les élections, il n'a qu'à venir me voir à la maison, je vais lui dire ça. Est-ce que, quelque part, c'est dit en Afrique, et spécialement au Togo, qu'on vole les élections, qu'on fraude des élections? Non, c'est dès que l'opposition n'a pas gagné, celui qui a gagné a volé. Oui, mais en fait, c'est de savoir, aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition. Est-ce que vous confirmez que dans des pays comme le nôtre, on vole les élections? Mais de toute façon, dans les pays comme le nôtre, on vole les élections. J'ai dit bien, celui qui n'a pas gagné, moi-même j'ai conduit des missions d'observation électorale dans plusieurs pays africains. Celui qui n'a pas gagné crie aux fraudes. Moi, en fait, ce que je peux dire par rapport donc, aux élections, les moyens sont disproportionnés. Celui qui est au pouvoir a beaucoup de moyens entre les mains par rapport à celui qui recherche donc, le pouvoir dont les moyens sont très limités. Et donc, à partir de ce moment, on prend moyen, on commence par décliner cela en toutes les choses. Vous verrez du moins que cet écart-là ne permet pas à quelqu'un qui est dans l'opposition de concurrencer, de batailler à âme égale avec quelqu'un qui est au pouvoir, qui cherche sa propre succession. Et je pense quand même que la preuve vient de donner du moins, mais comment je dirais, au Cameroun, avec l'élection de Paul Biya, nous parlerons de cette élection vers la fin de cette émission. Allô? Oui, allô, 4e auditeur, bonjour. Quelques soucis? Allô? Oui, bonjour. 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 Oui, vous êtes en direct. Oui, bon, je salue l'invité. Oui, l'invité, il vous écoute votre nom, s'il vous plaît. Edmond. Ok, allez-y. Okay. Bon, l'invité a dit tout à l'heure que la C14 accapare la lutte et ignore les autres partis. Et je ne comprends pas pourquoi il peut parler comme ça. Parce que aujourd'hui, le peuple se retrouve derrière cette coalition. Le peuple voit sa réclamation dans ce que la C14 demande. C'est pourquoi vous allez constater au mois de septembre de l'année passée, le peuple s'est sorti abondamment derrière cette coalition. Bon, pourquoi s'il aussi constate que le collaborateur il est opposant, il n'a qu'à s'ajouter, au collaborateur. J'ai compris et je vais demander à notre invité de réagir. Non, de toute façon, je pense que c'est aussi sa façon de voir les choses. Je ne connais pas, en tout cas, son parcours, sa trajectoire. C'est comme ça qu'il voit les choses. Mais en fait, de toute façon, ça ne se passe pas comme ça. Mais mon souhait et le souhait de beaucoup de gens, c'est que demain, il y ait attenance au Togo, que nous vivions dans une société démocratique où il y a des règles et que nul ne peut être au-dessus des lois et pousser les autres de toute façon à être au-dessous des lois. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est Commis. Oui, Commis. Des Anguera? Oui, bien sûr, je peux. Ok, allez-y. J'aimerais poser une question concernant la CENI. Oui, vous posez 2 questions, s'il vous plaît. D'accord. Dans l'administration, on peut savoir qu'il y a mutation, on peut savoir qu'il y a aussi affectation. Il y a quoi? L'invité n'a qu'à m'expliquer. Donc, on parle de démission. Dans la pratique, démission. La personne continue par évacuer les dossiers courants, comme le fait certaines parties qui étaient dans l'ancienne CENI
qui ont dû démissionner et qui continuent d'évacuer les affaires courantes? Ça, c'est la première question. Et il avait dit aussi qu'au but participaient à l'ancienne CENI et qu'ils ont démissionné. À mon avis, j'ai vu 2 articles qui ont été violés. Je vais lui donner le contenu et il va me dire si ces articles n'ont pas été réellement violés. Il s'agissait de l'article 10 qui dit la CENI contribue à la formation des médias publics et privés par la haute autorité que nous appelons la HAC. Avoir sur toute la ligne, je n'ai pas vu ça, que ça a été fait par l'ancienne CENI. Deuxième violation, l'article 36 qui dit la CENI tient valablement lorsque 9 de ses membres au moins sont présents. Les séances de la CENI sont publiques. Je n'ai vu aucune séance de la CENI, l'ancienne CENI, qui a été publique. Est-ce qu'il peut me donner des explications? Moi, je commence par demander la dernière question. Moi, je ne suis pas président de la CENI ou membre de la CENI, surtout pas président de la CENI, pour de toute façon, aujourd'hui, répondre des préoccupations, des manquements, peut-être encore relevés au niveau de la gestion de cet organe. Je n'en suis pas le président. C'est à lui que vous devez poser cette question et il aura des éléments de réponse pour vous. Quant au mode de fonctionnement de la CENI, je sais au moins que sur, en tout cas, pour que la CENI tienne ces réunions, il faudrait que 9 de ses membres soient présents et que pour l'heure, on ne m'a pas dit du moins que ça a été violé. Deuxième question, qu'on a donné notre démission, qu'il y a des gens qui disent non, je veux vous. Vous savez, si vous êtes ministre et qu'on fait un remaniement et que vous devez quitter vos fonctions, vous gérez les affaires courantes jusqu'à ce que votre remplaçant ne vienne. Ce n'est pas parce que, il y a une vague, on est 3, que la formation politique au but et la formation politique nette, une association de la société civile, ont quitté l'organe central de la CENI et que dans les démembrements, il y a des activités à faire, mais ils travaillent, sont sur le terrain. Peut-être demain, lorsque l'Assemblée nationale va, je crois que c'est ce qui se dit en ville, va nommer les autres et qui vont aller prêter serment ensemble, ils iront donc sur le terrain les remplacer. Vous voulez donc paralyser la CENI et la CENI ne peut plus faire son boulot en attendant les autres. Ils ont choisi une option. Je ne sais pas si elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Mais selon vous, est-ce qu'elle est bonne? Pardon? Est-ce qu'elle est bonne? Moi, je vais vous répondre sincèrement. Vous savez, le recensement est un acte administratif qui permet de recueillir ici des listes électorales, les citoyens, les citoyennes, électeurs, électrices, pour constituer donc un fichier électoral national. Ce type d'opération n'a pas besoin de politisation. Malheureusement, à gauche comme à droite, je vois que l'opération a été politisée. Si certains ont demandé, mais en tout cas à leur électeur ou à une partie de l'électorat de ne pas aller s'inscrire, d'autres mobilisent, encouragent une partie aussi de l'électorat d'aller s'inscrire. Je crois que ça veut dire quoi? Que nous sommes déjà en campagne? Et tout cela, en tout cas, me pose, moi, personnellement, problème. Allô? Allô? Bonjour. Après Kobi, qui on a en ligne? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, on vous appelle comment? C'est John. John? Oui. Oui, John, vous voudrez bien parler un peu plus fort aussi. Oui, je voulais premièrement remercier votre invité et saluer son courage parce que certainement qu'il veut faire quelque chose pour la nation. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, ils ont vu qu'il va falloir changer leur mentalité. Est-ce que ce changement de nom opéré implique directement un changement de stratégie ou bien de mentalité vis-à-vis de la politique nationale? Bien. À leur niveau, c'est ce que je voulais savoir. Bien, merci. Excellente question. Je pense quand même que c'est tout comme si vous êtes dans l'ADN du MPDD, justement changement d'approche, changement de stratégie, puisque nous estimons aujourd'hui que nous avons suffisamment d'expérience et de recul pour accueillir un grand nombre de gens au point d'atteindre la masse critique qui permet donc de réussir le changement que nous recherchons depuis.
C'est fini? La réponse? Vous avez... Non, mais en fait, je voudrais savoir, puisque j'ai constaté qu'elle a été très courte, votre réponse. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est... Je salue le président, M. Agboum, c'est M. Ellison. Ellison. Oui, allez-y. J'appelle Davido Gomez. Oui, allez-y. Oui, j'ai l'impression qu'il y a certains politiciens qui font du business dans ce pays, quoi. Ils créent l'information politique. Des fois, ils sont côté pouvoir, des fois, côté opposition. Moi, je veux dire, ils me servent quoi dans ce pays? Je veux savoir. Et quoi? Je n'ai pas compris. Il fait quoi? Je dis, hein, Oui. il y a certains partis... Oui, en fait, la question... La suite. C'est qu'ils veulent nous servir quoi dans ce pays, quoi? Avec leur politique de business, là. Tantôt, c'est l'UFC, tantôt, c'est quoi? Moi, je ne les comprends plus. Vous ne comprenez pas les hommes politiques? Oui. Ils font du business avec la population, quoi. Bien, merci, cher ami, j'ai compris. Est-ce que vous voudrez réagir à cette question? Puisque j'ai posé une question un peu dans le genre. En fait, à un moment donné, les Togolais ont l'impression que le problème, c'est les acteurs politiques. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Ou vous avez déjà entendu? Non, je vais fort avec vous. D'abord, qui dit qu'on fait du business pour le moment, de toute façon, je ne vois pas... combien sont-ils à cotiser ou à faire ceci? Ce n'est pas le business, je ne vois pas. Mais je vais vous dire ceci. Moi, mon constat, c'est que de tout temps, le peuple a été au rendez-vous à l'appel des leaders politiques. Mais de tout temps aussi, ce sont ces mêmes leaders politiques, par manque de stratégie et de vision, qui ont fait échouer donc la lutte et n'ont pas pu, comment je dirais, faire fructifier ou avoir des récompenses donc à la hauteur des sacrifices que le peuple a consentis. Et nous le voyons souvent. Et nous avons une seule habitude, celui qui peut faire quelque chose de bien pour le pays, on essaie de le salir. Ah, celui-là, il fait ceci, celui-là, il fait ceci. Pour essayer, parce qu'il y a aussi du moins ça, du moins entre nous. C'est-à-dire qu'on essaye donc de noircir l'adversaire politique. Comment l'adversaire politique? Pardon? Le partenaire politique ou l'adversaire? Puisque l'adversaire politique, il est normal qu'on le noircisse. Non, une seconde. Moi et moi, les gens de ce 14, je suis le partenaire ou je suis l'adversaire? Justement, quand vous parlez d'adversaire, c'est pourquoi je voudrais que vous rectifiez. D'abord, du moins sur l'opposition de Togo, elle est plurielle. Parce qu'on peut définir donc une stratégie. Au nom de quel principe? Nous avons tous décidé, pas d'élection, pas de réforme, pas d'élection. Quelqu'un se lève et ne nous consulte pas et il se pose comme candidat. Non, allons-y, je dis, je peux multiplier les exemples, je ne veux pas dire, de trahison. Oui. Et donc, c'est ces gens de choses qui font qu'aujourd'hui, je dis... Quand vous parlez de l'idée politique, est-ce que vous incluez Agboum Kodjo? Mais de toute façon, je m'inclus. Quoi? Je ne suis pas leader politique. Non, mais en fait, je voudrais savoir, en fait, la faute que vous reprochez à... Mais c'est une faute collective. Il faut me lire. C'est une faute collective. Et donc, je dis, les gens se donnent, se sacrifient, mais ne sont pas à hauteur de nous entendre sur un objectif, parce que donc, nos calculs partisans et particuliers de nous prennent le dessus. Et donc moi je dis, au jour d'aujourd'hui, donc il faut que, en tout cas, nous nous mobilisons pour faire en sorte que si l'heure de l'alternance arrive, que nous puissions de toute façon la réaliser. Bien, merci. Allô? Après Ellison, on a qui? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, c'est monsieur? Monsieur Lawson. Oui, Lawson, vous êtes en direct. Et permettez-moi, avant toute chose, de rendre un peu hommage à ce monsieur qui est plus ou moins mal compris des Togolais. Je n'entends pas, hein? Allô? Oui, en fait, moi je vous entends. Oui, je disais que permettez-moi de rendre hommage à ce monsieur qui est plus ou moins mal compris des Togolais. Quel monsieur? Moi, tous ceux qui sont de son académie, qui essaient de faire de la réelle politique, sont mal compris. J'ai 2 ou 3 questions à poser à M. Agboum. Donc, le monsieur, c'est Agboum Kodjo? Oui, c'est M. Agboum. Ah, ok. Je parle de M. Agboum, c'est lui l'invité, c'est ça? Oui, allez-y. Oui. M. Agboum, je voudrais savoir, cette rivalité que les leaders d'un parti d'opposition se livrent entre eux, oui. Est-ce une rivalité pour le bien du peuple togolais? Ça, c'est la première question.
question, comment faire pour que le peuple togolais puisse savoir réellement ce que chaque parti politique propose pour son intérêt. Parce que nous avons des gens qui sont là, parce qu'ils prennent derrière eux des foules, les gens pensent que c'est eux qui détiennent la vérité. C'est ça. Il y a des gens qui sont là, qui donnent des illusions au peuple. Depuis des années, nous avons fait des luttes, on n'a pas de résultats. Les gens se trompent d'adversaire, mais c'est le peuple qui en pâtit. Comment faire pour sortir le peuple de cette, je pense, aveuglement politique? Bien, merci. Merci, M. Lasson, pour les questions. Non, l'analyse est juste. L'analyse est juste. C'est ce que nous disions tout à l'heure, que le peuple a été toujours au rendez-vous pour, en tout cas, assumer le sacrifice, mais ces rivalités, donc, au niveau des leaders, font que, à chaque fois, donc, on se fait dribbler. Et donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, il ne m'appartient pas de le dire ici, au niveau de la société civile, les gens réfléchissent. Les gens réfléchissent, et puis on verra, le moment venu. Je dis bien que pour l'alternance, il faut s'inscrire massivement, retirer massivement donc les cartes, voter massivement, suivre massivement le vote. À midi, l'alternance est réglée. C'est ce que nous envisageons. Mais c'est autre chose qui se déroule là. Mais je ne suis pas pessimiste. On verra d'ici là la sentence de la CEDEAO. S'il faut, en tout cas, parce que dans la zone numéro 1 ici, ils sont nombreux, des citoyennes et des citoyens qui n'ont pas pu de toute façon s'enregistrer. Lié à un double fait, les hésitations de début donc, par rapport donc, à l'appel au boycott, et puis le déploiement des kits qui ont été mal orientés par quelque chose qui doit aller à Koyakopé, on envoie ça à Baie, les kits. Donc ça a perturbé les gens. Plus ces kits-là qui tombaient souvent en panne, c'est pour cela que lorsqu'on est arrivé donc, au thème prévu, donc pour la zone, au thème du délai prévu pour la zone numéro 1, Obu avait sorti un communiqué pour demander une semaine. On nous a donné un jour. Je considère et je prie pour que lorsqu'on finira au niveau de la zone 2, qu'on puisse donc donner globalement 2 ou 3 jours, en tout cas au peuple togolais, pour que ceux qui, pour des raisons diverses et variées, du moins n'ont pas pu du moins se faire enrôler, qu'ils le fassent. Parce qu'en fait, je dis, c'est un acte administratif obligatoire. Chacun qui a la capacité juridique de voter doit pouvoir disposer de sa carte d'électeur. Vos rivalités entre vos acteurs politiques, est-ce que c'est pour le bien du peuple togolais ou c'est pour vos biens propres? Non. C'est la première question de l'auditeur. Non, il a parfaitement raison. Je crois quand même que ceux qui se livrent à ce type de, en tout cas, de combat, de rivalité et qui montent des gens pour dénigrer les autres, bon, ben, on verra. Mais d'une manière ou d'une autre, je considère que ce que nous avons fait jusqu'à présent là, et ce type de rivalité, donc, ne profite pas donc, au pays. Et j'ai dit au peuple togolais, et j'ai dit qu'il y a des initiatives qui sont prises. Mais bon, ok, est-ce à moi de parler? Non. Mais ce que j'ai dit, si demain, il y a un seul candidat du peuple contre un seul, pas deux, un seul du peuple contre celui du pouvoir, je crois que la tendance sera réalisée. Est-ce que c'est réalisable au Togo? C'est réalisable au Togo. Que du moins un seul candidat. Mais on va savoir si du moins le peuple ou les structures que vous mettez en place, choisir un candidat et quelqu'un d'autre sort de l'ombre. Parce que ça aussi, c'est des manœuvres politiques. Sort de l'ombre parce que bon, il a voyagé, il est revenu, qu'il est candidat aussi. On saura si ce candidat-là émane du peuple ou c'est un candidat mis en place par l'adversaire. Vous parlez de sentence de la CEDEAO. Sentence, c'est-à-dire la prochaine prise de parole de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à travers la facilitation en cours au Togo. Les Togolais ne comprennent pas aussi que depuis le 23 septembre, que cette communauté-là se soit tue en ce qui concerne le Togo. Non, je pense qu'il y a un comité de suivi. Le comité de suivi, en tout cas, est fortement impliqué dans le déroulé donc, de recensement zone 1, zone 2, fortement impliqué également dans les réformes constitutionnelles, parce que nous avons eu la chance de les rencontrer. On a échangé du monde avec eux. Mais maintenant, moi, je n'ai pas de recensement. Bon, maintenant, est-ce que cette communauté, en tout cas, ces experts qu'on a envoyés, peuvent
demandez officiellement que donnez un jour, donnez 2 jours, ou dites que bon, mais vous avez fait ça, mais il faut auditer donc après les résultats pour voir s'ils sont conformes du moins aux normes. Bon, on ne sait pas encore, c'est pour ça que voilà, alors que d'autres voix du moins mais font rêver le peuple en disant qu'on reprend tout à zéro, mais c'est des centaines de milliards, mais en tout cas ces centaines de milliards, enfin, j'imagine, ces dizaines de milliards, c'est trop, ces dizaines de milliards ne représentent rien par rapport à l'objectif essentiel de construire les bases d'une démocratie solide qui protège les Togolais, qui ouvre la voie pour nos enfants demain. Donc, on va voir, on va apprécier, mais pour le moment, ils ne parlent pas. Mais je pense que d'ici la semaine prochaine, on arrivera donc à la fin de l'opération dans la zone 2. Nous verrons les chiffres, on va comparer les chiffres. Nous avons des éléments. On connaît le taux de progression de chiffres là, élection par élection. Si c'est resté dans les normes, on appréciera. Si ça sort donc du norme, nous aurons une prise de parole pour apprécier ou pour nous dire que non, il y a des effets pervers qu'il faut corriger pour donner la chance de toute façon au scrutin d'être transparent et crédible. Quand on parle de faits pervers, je ne sais pas si vous avez eu connaissance de toutes ces photos de mineurs en train d'être enrôlés, en attendant d'authentifier éventuellement ces images, puisqu'on ne sait pas où exactement elles ont été prises. Est-ce que quelque part, ça ne jetterait pas du discrédit sur le processus? Non, moi aussi j'ai vu, je suis sur les réseaux, j'ai vu, ou des doublons, donc dans 2 CRV différents. Donc j'ai vu tout cela et j'ai dit qu'on va finir. Faut laisser le processus aller au bout. Et écoutez la prise de parole, le contenu de la prise de parole de la CEDEAO, et ensuite, on voit si de toute façon le truc reste dans les normes ou ça déborde les normes. C'est pour ça que j'ai dit, c'est la politisation à outrance, donc à outrance de cette opération, et qui fait que, bon, vous avez des résultats de cette nature ailleurs. C'est un institut de la population, un institut de statistiques qui sort donc le truc, on dit que, voilà, ça veut dire que quand il y a les décès, on annonce. Quand il y a les naissances, on annonce. Quand il y a des déplacements, on annonce. Et puis, le truc vous sort les chiffres en disant que vous avez 3 700 000 d'électeurs potentiels en âge de voter. Voilà. Et donc, quand on émet les cartes et que les gens vont choisir, on connaît le taux de décision des cartes. Oui, 70%, 75% des électeurs, sur les 3 700 000, sont venus retirer leur carte. C'est aussi des éléments qui permettent donc de comparer par rapport aux résultats. Voilà. Donc, mais il faut qu'on sorte de cet archaïsme-là et migrer donc vers quelque chose de plus structuré parce qu'aujourd'hui, avec les différents outils informatiques, on peut faire beaucoup de choses. Mais je ne suis pas sûr de toute façon que cette démarche plairait de moins à certains. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, on vous appelle comment? Prince Hila. Prince Hila. Oui, allez-y. Bonjour, monsieur Adorme Kodo. Bonjour. La première question, d'ordre à savoir pourquoi l'OBU est-il devenu l'ancêtre de MPDT, si j'ai la bonne mémoire. D'accord. Et de 2, vous avez été l'un des fonctionnaires les plus, c'est-à-dire hauts du Togo. Et vous avez exercé pour le RPT d'alors. Vous, aujourd'hui, on vous pose la question à savoir si, dans les élections déroulées dans nos zones, c'est-à-dire en Afrique, il y a souvent des fraudes. La manière dont vous avez répondu, y a-t-il quelque chose pour dire peut-être non, parce que vous dites que celui qui veut savoir s'il vient à la maison, vous le demandez, ou soit vous avez aussi répondu que c'est les moyens. Donc ça veut dire qu'à part les moyens, que ceux qui sont au pouvoir prennent de l'État pour en faire leur campagne, il n'y a plus d'autres fraudes. C'est ma deuxième question. Bien, merci pour les deux questions. Deux questions, c'est bon. On va donner la possibilité à notre invité. Non, c'est-à-dire, vous savez, vous connaissez la réalité du monde en Afrique. Oui, vous connaissez les réalités du monde en Afrique. La démocratie, c'est bon pour nous. Mais dans les pays, je prends dans les pays d'expression française, dans les pays d'Afrique d'expression française, je crois qu'il faut aller dans les campagnes et expliquer le français
que de notre programme. C'est un peu compliqué. Je te dis, c'est un peu compliqué. Donc, les moyens, c'est-à-dire que l'argent, il ne faut pas se masquer le visage. L'argent joue un rôle important de tout avant dans l'organisation donc de ce genre de scrutin. Celui qui en a plus, celui qui en dispose suffisamment, et peut, je dis bien, peut arriver donc à gagner. Donc c'est l'argent, les moyens, donc c'est un élément discriminant. Ceux qui en ont plus de chance, ceux qui n'en ont pas, dans notre Afrique d'aujourd'hui. Ok. Mais maintenant, bon, moi, ce que je dis, je peux comparer par rapport à ce qui s'est passé au Cameroun. Donc, Maurice Kanto, Paul Biya, Cabral Libi, je peux. C'est un sujet que j'ai suivi et je sais que je peux témoigner de cela. Donc, l'argent joue un rôle important. Mais maintenant, vous dites que, bon, comment fraude. Oui, la fraude, de toute façon, c'est pas seulement l'Afrique qui l'a inventée, c'est pas ces pays, nos pays qui l'ont inventé. La fraude existe partout. Mais maintenant, comment faire pour contenir l'ampleur de la fraude au cours d'un scrutin? Je crois quand même que ça me semble beaucoup plus important que la rivalité autour d'un siège du monde à la CENI. Il y a une première question. Si au but, en fait, peut-être que l'auditeur n'a pas suivi l'émission. Non, en fait, au jour d'aujourd'hui, je considère donc que le peuple est désemparé. Est-ce que nous avons aujourd'hui encore 100% la confiance que les regroupements qui existent aujourd'hui, qui sont impliqués donc dans le dialogue, ces regroupements sont-ils capables de créer l'espérance dans le pays aujourd'hui? Quand je le dis également par rapport au parti au pouvoir, je le dis également par rapport à leur pendant au niveau du monde. Est-ce que ces deux grandes formations ont aujourd'hui l'ADN et l'énergie nécessaire pour dire aux Togolais, votre avenir passe par nous? Quand je vois du monde tout autour du monde qu'il y a des récriminations, pourquoi vous avez confisqué le débat? Pourquoi vous avez confisqué le dialogue? Où est-ce que vous allez avec nous? Pourquoi vous paralysez le pays? Nous offrons donc aux Togolais la perspective de se rassembler dans ce mouvement patriotique pour la démocratie et le développement. Tenter cette troisième voie. Il y a deux voies aujourd'hui, il y a une troisième voie qui s'ouvre. Il dit, tentez-la pour voir si dans les mois, dans les trimestres à venir, si la quête d'une alternance que nous recherchons depuis plusieurs décennies et qui se fait attendre, si vous n'en verrez pas les signes. Ce que vous dites là, est-ce que ça ne ressemble pas un peu à ce qu'on a entendu il n'y a pas très longtemps avec ce qu'on a appelé les centristes? Non, je crois que, vous savez, les mots ont un sens. Nous, dans le discours que nous tenons, on n'a pas parlé de centrisme. Parce que quand on parle de troisième voie, ce n'est pas forcément entre les deux. Ça peut être de toute façon, je ne sais pas, à l'extrême. Ça peut être à gauche ou à droite de l'autre. Donc, nous, c'est une troisième voie. La troisième voie peut ne pas passer au centre. C'est pour ça que nous refusons de dire qu'on est des centristes. Il y a d'autres qui se sont attribués du mot, mais en tout cas, ce qualificatif, oui, on le leur laisse. Mais l'essentiel pour nous, c'est de prendre tous ceux qui sont exclus, les déçus, ceux qui pensent aujourd'hui que les horizons sont bouchés, ceux qui pensent aujourd'hui que ces deux grandes formations sont à bout de souffle et qu'il faut une nouvelle énergie pour tracer la voie. Nous leur disons, venez. Et nous allons essayer, vous allez voir les résultats que ça va donner. Beaucoup de Togolais attendent la prochaine prise de parole de la communauté CEDEAO. Mais quand vous regardez la facilitation depuis le début et aujourd'hui la facilitation telle qu'elle est menée, est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a une sorte de malaise, une sorte de difficulté au niveau des facilitateurs? Quand j'ai dit chez un de vos confrères, je crois que c'est ces défis, qu'il faut que les acteurs politiques apprennent à se parler entre eux. On a créé souvent que j'ai dit que non, que qu'est-ce que la CEDEAO? Vous savez, la CEDEAO, elle est si proche. Elle est si long. Si j'ai un problème à régler, par exemple, vous avez la C14 a lancé une alerte lorsque un de nos collègues donc, a été molesté ou ses militants ont été molestés dans la zone 2 donc, du pays. Demain matin, la première heure, vous demandez rendez-vous, vous allez rencontrer le ministre de l'administration ou le ministre de la sécurité. Pourquoi ceci? Vous allez entendre que la CEDEAO quitte Abuja ou ceux qui sont ici viennent là pour que vous posiez ce problème. Si les gens sont en train de
de mourir ou sont en train de subir des atrocités, vous allez attendre qu'ils viennent? Non. Apprenons à engager le dialogue avec le pouvoir. Voilà ce que je peux dire. Quand il parle de difficultés, il n'y a pas très longtemps, et c'était au mois de septembre dernier, le président du Ghana, qui est facilitateur au Togo, a dit également qu'au niveau de la facilitation, ils ont une difficulté, c'est lié à 2020. Quand on parle de 2020, bien évidemment, on parle de la candidature de l'actuel chef de l'État. Est-ce que, quelque part, cette candidature de 2020 ne bloquerait pas, à un moment donné, toute la facilitation qui est en cours actuellement? Vous savez, ces questions-là reviennent souvent. Oui, je vous écoute. Oui, c'est une question qui est lourde. Oui, la candidature de Faure Gnassingbé en 2020 fait partie des problèmes à résoudre. Complique l'équation. Mais c'est pour ça qu'en politique, il faut faire attention à une petite erreur en termes d'énormes conséquences. Il ne fallait pas boycotter les législatives d'octobre 2002. Fallait pas. Mais maintenant, bon, chacun s'accroche. Quand ça arrange, chacun s'accroche au test. Les tests disent ceci, oui. Donc, pour moi, aujourd'hui, si vous voulez de mon alternance, en 2020, c'est pas ce que nous devons faire là que nous avons commencé par faire ça. Si vous voulez l'alternance en 2020, ce que vous devez faire, c'est pas ce qu'on fait. À la limite, tout ce que nous faisons juste aujourd'hui, quelqu'un demande qui voit loin, ça veut dire que nous préparons le lit, en tout cas de la relation claire et simple, ou les mains de Faure 2020. Je ne sais pas si c'est ce que le Togolais veut. Oui, mais en fait, cette candidature suscite bien de débats. Mais je ne sais pas, quel est votre conseil? Ce que vous dites actuellement au chef de l'État, sans doute que lui ou ses conseillers vous écoutent. Vous avez été, comme on l'a dit au début de cette émission, vous avez occupé de hautes responsabilités dans ce pays. Je vais vous dire, c'est-à-dire qu'en fait, je répète, rien ne peut empêcher Faure Gnassingbé d'être candidat à sa succession. La seule chose qui peut l'arrêter, c'est sa propre volonté ou d'autres éléments extérieurs à sa volonté. C'est-à-dire, aucun test administratif. Même si on fait les réformes. Pardon? Même si on fait les réformes politiques. Mais de toute façon, quand vous voyez donc comment les choses se passent, mais réformes politiques, vous pensez que donc la CEDEAO est venue ici faire les réformes et dire à Faure Gnassingbé que, bon, allez, en février prochain, février 2020, vous êtes out? Non, si, je crois que ce problème serait réglé depuis, si de toute façon, c'est à cette solution-là qu'on va arriver. Donc, moi, de toute façon, j'intègre Faure Gnassingbé dans les candidats de 2020. Et s'il n'y va pas, bon, il nous simplifie le problème. Mais je l'intègre. Donc, ça veut dire que je dois chercher suffisamment de force, puisque je sais que moi, j'ai un adversaire de taille. Donc, voilà. Donc, je l'intègre. Mais maintenant, si demain, il n'est pas dedans, c'est bien. Mais je l'intègre. Donc, rien aujourd'hui ne peut empêcher de tout. Vous voyez, puisque nous-mêmes, nous avons fait le lit. Et j'ai dit, la manière dont nous préparons du mois 2020, là, et comment je dirais, décembre et choses, c'est pas de la même manière. C'est pas de la bonne manière. Il nous reste encore 1 minute et quelques secondes pour clôturer cette émission. Et nous avions évoqué en quelques lignes, nous allons évoquer en quelques lignes ou en quelques mots l'élection au Cameroun. Est-ce que l'Afrique francophone va continuer à briller aussi négativement et quant à ce qui concerne les élections présidentielles? Qu'est-ce que vous faites de ça? Je constate que le Conseil constitutionnel camerounais rejette tous les plaintes qui ont été déposées par les 18 c'est devenu tradition. Les 18 recours ont été rejetés. Je note avec admiration au moins que les candidats qui ont déposé ces recours, ils sont venus devant la Cour constitutionnelle avec leur avocat, parler, en tout cas, pour ça, nous n'avons pas ici. Ils sont partis à la Cour constitutionnelle, défendre, ça a pris temps. Ok. L'audience a été même retransmise à la télévision. Ah bon, ok, en direct, et puis on fait d'une manière ou d'une autre. Moi, il y a un candidat qui m'a beaucoup séduit pendant cette campagne, c'est Cabral Libri.
Et je pense qu'il a un bel avenir, mais pour dire qu'on s'achemine là vers le 6 novembre 2018 au sacre de Paul Biya. En tout cas, il va prêter un serment. Ça rappelle aussi du moins que il y a 36 ans, en 1982, lorsqu'il succédait donc à Idio, donc c'était un 6 novembre aussi qu'il avait donc précisément. Quel est le sens de cette coïncidence? Est-ce que ça nous dit qu'il a encore 36 ans encore à faire, puisque il venait en 1982, le 6 novembre 1982. Il refait, du moins comment je dirais, il prête seulement encore le 6 novembre 2018. J'ai dit, mais est-ce que ça ouvre un nouveau cycle de 36 ans? Je le dis pour blaguer, simplement pour dire que oui, il y a un problème également avec les CENI et les CAM. Bon, Biya n'a pas fait campagne, il a suivi un ou deux meetings animés par lui-même, Marois et les autres. Mais bon. Est-ce que c'est pas triste pour l'Afrique? Oui, je pense que les leaders de l'opposition, du moins africaine, doivent réfléchir autrement de tout temps à la manière de mener la lutte. Puisque ce que nous dénonçons ici, nous voyons la même chose là, pas loin chez nous, nos voisins qui prennent des décisions. Oui, je demande au peuple de beaucoup prier, mais que, bon, pour le cas togolais, peut-être que nous trouvons la solution. Merci beaucoup, Mensah Agbemekodjo. Je rappelle que vous êtes le président du nouveau parti politique MPDD. Cette émission, elle s'achève. Merci à Romaric Fetas pour la mise en onde technique. Je suis Pierrot Athiogé. Au revoir.